Que va-t-il arriver aux 47 000 entreprises en Thaïlande qui sont détenues par des étrangers, mais avec des faux nominis, ce qui est totalement illégal, des entreprises qui ont permis d'acheter des villas, donc des entreprises dans le secteur de l'immobilier, mais aussi dans d'autres secteurs comme la restauration, etc. Alors 47 000 entreprises qui ont été détectées, signalées et qui sont jugées à haut risque. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir 47 000 saisies de villas? Eh bien, rien n'est moins sûr, puisque il se pourrait que ce soit en fait de la dissuasion et qu'ils fassent des exemples. On va analyser l'article de The Tiger qui en parle et on va voir comment les choses pourraient évoluer et se restructurer au niveau de l'immobilier en Thaïlande. Alors, on a un écart massif entre les détections et les poursuites. Donc les autorités thaïlandaises ont identifié donc 47 000 entreprises à haut risque. Et même avec l'intelligence artificielle, ils ont ciblé 50 000 entreprises avec des intérêts étrangers et potentiellement des faux nominis. Pourtant, à ce jour, seulement 852 entreprises, donc moins de 2%, ont fait l'objet de poursuites judiciaires réelles. Je trouve que c'est déjà pas mal. Il y a une masse d'entreprises à poursuivre. Bon, déjà 852, je trouve que c'est pas mal, mais c'est vrai qu'à ce rythme-là, il faudra plus de 50 ans au gouvernement pour traiter le stock actuel de dossiers en attente. Prouver qu'une structure utilise des prête-noms, donc les faux nominis illégaux, exige des enquêtes financières et juridiques longues et complexes au cas par cas. Alors la réalité économique face aux gros titres, une fermeture massive de ces entreprises paralyserait l'économie de régions clés, donc Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, Pattaya. Donc des zones qui dépendent des capitaux étrangers pour le tourisme, l'immobilier et l'emploi. Donc le gouvernement n'a, en théorie, pas intérêt à saboter l'attractivité internationale qu'il a mis plus de 10 ans à bâtir. Alors, est-ce qu'on serait pas en train d'avoir une stratégie de dissuasion par l'exemple? Alors c'est discutable, c'est ce que dit l'article, mais c'est vrai que la dissuasion, ils y sont allés fort quand même, parce que 852 entreprises, voilà, c'est quand même un certain nombre, c'est pas 2 ou 3. C'est tout le monde a bien compris que le temps des faux nominis et des montages qui sont illégaux, que ce temps était terminé. Mais comment remplacer ces montages? Par quoi remplacer ces montages? Est-ce qu'il y a des solutions légales? On va voir ça juste après. Donc stratégie de dissuasion, donc l'objectif réel des autorités ne serait pas l'expulsion globale des investisseurs, mais une régulation par la peur, en médiatisant quelques coups de filet spectaculaires comme l'opération Adaman en juin 2026. L'État pousse les 46 000 autres entreprises à régulariser d'elles-mêmes leur structure. Ouais. Mais régulariser la structure, ça veut dire démanteler la structure, puisque ça veut dire fermer en fait la société. Et c'est très compliqué en fait de fermer une société qui détient un bien immobilier pour derrière le revendre en fait potentiellement à soi-même mais sous forme de leasehold. C'est compliqué. C'est pas voilà, ça nécessite l'utilisation d'avocats. Ces mêmes avocats qui avaient conseillé massivement de faire ces montages avec des faux nominis, aujourd'hui il faut les recontacter et le repayer pour essayer de sortir de cet embarras. Et c'est pas simple de sortir de cet embarras parce que c'est pas juste la société qui va vous faire un leasehold. Non, il faut que la société disparaisse parce qu'elle n'a pas lieu d'être en fait. On peut pas maintenir une société avec des faux nominis. Donc ça veut dire revendre le bien, donc par un étranger, mais probablement un local, pour pouvoir fermer définitivement en fait la boîte. Et évidemment, le prix de ces biens détenus par ces structures illégales, évidemment que le prix c'est pas le prix de la villa normale.
c'est le prix d'une villa qui doit fermer, dont la structure doit fermer très rapidement. Donc c'est des prix qui ont un cut euh, très important. Alors donc on va vers une transition du gris en fait c'était pas gris, c'était juste illégal, donc c'était noir, vers le légal. Mais le légal pour les villas, bah c'est le leasehold, c'est-à-dire le bail de 30 ans. Mais pour les business, euh, le légal, je sais pas ce que c'est. Hein. Alors les chiffres montrent déjà une baisse des entreprises à risque. Donc les gens ont vraiment commencé à comprendre, à accepter, et je pense que les avocats aussi ne proposent plus ou moins, enfin j'espère qu'ils proposent plus ces structures avec des faux nomini. Donc ouais, ok, donc là le message est passé. Donc le marché immobilier thaïlandais ne s'effondre pas, il s'assainit progressivement sous la pression d'une surveillance ciblée. Ok. Alors, vers quoi on va? On va, en fait, pour un étranger, en fait, c'est clair. Il n'y a plus qu'une seule solution, à ma connaissance, c'est le leasehold de 30 ans. C'est-à-dire, on peut plus être vraiment propriétaire, on peut juste être locataire de long terme. Voilà. C'est dit, c'est validé, voilà, c'est 100% légal, mais c'est locataire de 30 ans. Voilà. Alors, il y avait les renouvellements, vous saviez, les renouvellements du leasehold, parce que qu'est-ce qui se passe après 30 ans, est-ce qu'on peut renouveler? Donc là, on est sur la fin du mythe des 30 plus 30 plus 30, les 90 ans, garantie. Les promoteurs ont longtemps vendu des baux de 90 ans. Or, la jurisprudence thaïlandaise rappelle fermement que les renouvellements au-delà des 30 premières années ne sont que des promesses contractuelles privées. Ils ne lient pas automatiquement les héritiers du terrain ou les acheteurs successifs. Le marché va devoir intégrer ce risque de durée réelle. Donc c'est terminé, donc c'est 30 ans. Il faut partir sur 30 ans et juste 30 ans. Voilà. Ce qui peut être un peu problématique pour ceux, par exemple, qui ont, je prends un exemple, quelqu'un qui aurait 50 ans, qui viendrait passer sa retraite en Thaïlande, qui aurait trouvé sa villa de rêve et qui voudrait faire les choses dans les règles de l'art, parfaitement légalement. De toute façon, je pense que maintenant, il n'y a plus vraiment le choix. Donc, pas de montage, pas de société, rien du tout, juste un bail de 30 ans. Le bail de 30 ans va l'amener à 80 ans. Sauf que à 80 ans, il est peut-être encore en vie. Il va peut-être vivre jusqu'à 90 ans, peut-être encore plus même. Donc, le problème, c'est que on peut pas lui garantir qu'il garde sa villa. Et changer de logement comme ça à 80 ans et tout, ça risque d'en refroidir certains. Euh, Si la personne, elle arrive, elle a 60 ans, elle prend un bail de 30 ans, ça va. Ça va. Quoique, même c'est discutable. Après, elle pourrait se dire, pourquoi je paye 30 ans alors que j'ai une espérance de... Prenons l'inverse, une personne qui a 75 ans. Et elle a trouvé sa vie là, elle veut y vivre. Pourquoi est-ce qu'elle prendrait un leasehold de 30 ans? Son espérance de vie est bien inférieure. Donc elle aurait plutôt tendance à prendre une location. Donc je sais pas comment les choses vraiment vont évoluer. Est-ce qu'il va y avoir une attractivité du leasehold? En gros, est-ce que le leasehold va exploser et va compenser en fait tous les gens qui faisaient des faux nomini? Ou est-ce que les gens vont être un petit peu réticents d'acheter de l'immobilier, d'acheter des leaseholds? Alors l'impact sur la valeur des actifs, une villa sous un montage de prête-nom illégal subit une décote massive en raison de son risque juridique. Le gouvernement étudie d'ailleurs un amendement du Code de la terre permettant la confiscation pure et simple sans compensation. À l'inverse, le leasehold légal et enregistré devient la norme de confiance, mais avec une valeur résiduelle décroissante à mesure que les années passent. Donc là, c'est chaud quand même parce que la confiscation pure et simple, il y a quand même 47 000 villas qui ont un risque de confiscation. Même si on imagine que l'État fasse des exemples seulement sur une fraction des 47 000, là les 850 qui sont déjà traités, mais les autres sont en risque. Donc il risque d'y avoir des ventes un peu en panique. Donc
Alors, est-ce qu'il va pas y avoir justement des bonnes affaires au niveau des leaseholds? C'est discutable. Le marché, il semble que le marché ne soit pas dans une phase baissière. À voir. Alors, maintenant pour les business. Alors pour les business, autant pour l'immobilier, il y a encore la solution du leasehold, ok, 30 ans. Autant pour les business, alors là, je vois pas ce qu'ils ont prévu. Par exemple pour tout ce qui est restauration ou les sociétés de services. Là, pareil, en fait, les étrangers ne peuvent pas détenir plus de 49%. Mais il n'y a pas d'histoire de leasehold. Les 51% doivent être détenus par détail. Donc c'est soit, en gros, moi ce que j'ai observé, c'est soit l'épouse, soit des phonomini. Bon, phonomini, c'est illégal. Et l'épouse, il y a eu aussi des cas où c'est illégal en fait, parce que elle n'a pas injecté des capitaux dans la société, dans le restaurant. Elle n'est pas partie prenante aux décisions. Donc en fait, c'est aussi un faux actionnaire. Ça peut être un vrai actionnaire si elle est partie prenante dans le business et si l'homme a fait une donation à sa femme et la femme a réellement en fait investi cette donation dans le business, dans le restaurant. Là ouais. Sinon non. Sinon on est dans le même problème. Sauf que là il n'y a pas vraiment de solution. Alors, il y a des cas à la marge où le Board of Investment peut autoriser un étranger à avoir 100% des parts d'une boîte. C'est par exception, par dérogation. Mais je l'ai jamais observé autour de moi. Tous les restaurants que je vois autour de moi, c'est tous des montages avec des phonomini ou des actionnaires bidons à l'intérieur. Donc, les actionnaires, les associés ne doivent pas être fictifs. Sinon, ça tombe dans le montage phonomini. Donc je vois pas de solution d'alternative en fait pour les business, c'est-à-dire de se dire on passe de quelque chose d'illégal à quelque chose de légal. Je vois pas la solution légale possible. Alors je me demande si ils vont pas justement sortir une solution légale, parce que peut-être que les choses vont évoluer. Parce que c'est vrai que tous les pays qui sont autour, Vietnam, Cambodge, etc., en fait, on peut détenir 100% des parts d'une société en étant étranger, même Indonésie par exemple. Donc la Thaïlande fait figure un peu d'exception. J'avais fait un post dessus sur les pays qui permettent en Asie du Sud-Est qui permettent d'être 100% détenteurs de la société. Donc il y a peut-être des choses qui vont évoluer en fait, parce que là je vois pas de solution. Si vous voyez une solution, mettez en commentaire ou venez sur le groupe Telegram pour en discuter, au rayon expatriation. En tout cas, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.